Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Steven Srouzo et aujourd'hui, dans le cadre de notre série de podcasts portée par l'Université de Nantes, Teresa Anderkova, Angèle Moreau et moi-même, nous recevons Gwenaëlle Krejkadek, psychologue clinicienne ayant travaillé pour la protection de l'enfance ainsi qu'en addictologie. Elle nous évoquera ses réflexions associées au film Les Chatouilles d'Andrea Bescon et Éric Métayer. Madame Krejkadek, bonjour. Bonjour. Actuellement en CMP pour adolescents, quel peut être l'impact, selon vous, de l'inceste sur la construction d'une identité ? Donc l'enfant en fait qui a subi une agression sexuelle, qu'elle soit intrafamiliale, ou s'il a vécu justement des violences sexuelles par des personnes externes à la famille, se trouve finalement mise à mal et généralement face à l'agression, elle peut avoir été dans l'incapacité de fuir et se trouve comme figée. Donc ça a à voir finalement avec cette relation d'emprise qui s'instaure entre l'agresseur et la victime. Alors la relation d'emprise, ça a à voir déjà avec une effraction du sujet, d'une captation aussi. Et donc l'enfant, en fait, il va devoir se construire d'une certaine façon, d'autant si cette agression a démarré aussi dans les stades psychoaffectifs oedipiens. Il va devoir à un moment donné se défendre psychiquement pour éviter aussi l'annihilation. Alors c'est pourquoi on parle de ce mécanisme de défense, l'identification à l'agresseur. C'est-à-dire que l'enfant, en fait, va s'identifier à son agresseur. Donc l'agresseur, en fait, va pouvoir entrer dans son propre psychisme et le cliver. C'est-à-dire l'agresseur quelque part soumet l'enfant sans le tuer et rien ne transparaît. Mais cet enfant-là, finalement victime, va s'identifier au désir aussi incestueux de son agresseur. C'est pourquoi, à un moment donné, on repère chez ces enfants devenus adolescents ou adultes, parce qu'on les rencontre aussi bien évidemment chez les adultes, qu'ils s'identifient à cette part mauvaise. Ils sont comme clivés, il y a une partie bonne et une partie mauvaise qui est identifiée justement à cet agresseur. Ce moi-là, victime qui fusionne avec cette partie hostile, va faire aussi que ces victimes vont devenir leur propre ennemi, parce qu'elles vont devenir elles-mêmes leur propre agresseur, par identification à cet agresseur-là. Donc le moi victime est alors écrasé par les reproches, les agressions, et ça va faire le terreau et le lit finalement d'un intense sentiment de culpabilité. C'est quelque chose que l'on retrouve effectivement dans la clinique auprès des victimes de ce type de traumatisme. Donc on voit bien à travers ces mécanismes de défense tels que le clivage du moi qu'il y a une tentative, parce que le mécanisme de défense vise ça, une tentative de mettre à distance le traumatisme pour permettre finalement la survie psychique, la survie tout court. Pour reprendre vos dires, vous disiez que l'identification à l'agresseur permettait au sujet de s'identifier à cette part mauvaise et par conséquent de se rendre coupable. Quel est l'effet de la culpabilité sur les actes que le sujet va mettre en place par la suite ? Effectivement, le sentiment de culpabilité, c'est aussi une tentative pour le sujet de sortir en tout cas d'un sentiment d'impuissance face finalement à l'épreuve subie. Le sentiment de culpabilité va donner la possibilité au sujet d'être dans une position active et non plus passive. Quand je dis active, c'est dans le sens où il va tenter de mettre du sens à un événement de vie chaotique. Donc ce sentiment de culpabilité-là, il va accompagner le sujet, souvent dans un silence qui est maintenu. Dans le film Les Chatouilles, on voit les injonctions, le double lien avec Gilbert, son agresseur. Donc ce sentiment de culpabilité, il va être cultivé et va permettre un certain ordonnancement du monde pour le sujet. S'en défaire, c'est prendre le risque aussi de l'effondrement. Et l'on peut voir en psychothérapie auprès de victimes d'inceste, que ce soit sur un plan intrafamilial ou par des voisins ou autres, on peut voir à quel point elles s'accrochent aussi à ce sentiment d'être coupable. Et il s'agit non pas d'enlever ce sentiment-là de culpabilité trop rapidement, sans quoi le risque aussi de précipiter le sujet dans des angoisses d'effondrement est patent, Si je comprends bien, la culpabilité permet finalement l'humanisation du sujet. Que pouvez-vous dire de la manière, vous abordiez la psychothérapie, dont est accompagnée Odette dans le film ?
Est-il révélateur de processus psychiques à l'œuvre quand on suit, en tant que psychologue, des personnes victimes d'agressions sexuelles ? La première chose que l'on observe, je trouve, dans le film, c'est déjà la rencontre assez particulière entre Andrea Bescon et son psychothérapeute. L'on voit que finalement, la révélation d'un secret, déjà ne peut se faire avec n'importe qui. Il faut qu'il y ait une suffisante distance affective aussi pour que cette révélation ait lieu. L'on voit à quel point Odette tente aussi de transgresser le cadre. Dans la rencontre intersubjective, il y a quelque chose en tout cas qu'elle vient interroger. L'autre doit tenir en face et l'on voit à quel point si l'autre tient, une relation peut éclore. Mais le film montre à quel point la discontinuité du soin est à l'œuvre. Odette vient, puis est davantage dans le recours à l'agir, et vient quand finalement ce n'est plus possible pour elle de vivre avec ce trauma. Donc oui, cela renvoie aussi de l'impuissance au psychothérapeute à certains moments. Dans ma clinique, c'est des choses que j'observe aussi auprès d'adolescentes qui sont dans des conduites auto-agressives, ayant recours à des tentatives de suicide, mais aussi à des comportements destructeurs, qui viennent adresser ça en entretien et qui sont dans un vécu presque de néantisation. Donc elles cherchent à ce qu'il y ait un autre en face pour entendre l'innommable. À plusieurs reprises dans le film, Odette envoie des signaux à ses parents. Nous pouvons prendre l'exemple de cette scène dans la salle de bain où elle tente de faire comprendre à sa mère ce qui a pu se passer. Cette dernière lui répondra alors qu'elle va aller en vacances chez la famille de son agresseur. Que peut-il se passer à ce moment-là pour un enfant ? Alors cette scène effectivement de la mère et de la fille dans la salle de bain où on voit une mère qui ne peut entendre les dires et les émotions de sa fille, ça renvoie finalement à ce qui est dit autour de la clinique du trauma. La qualité des liens d'attachement est soit un rempart face au trauma ou au contraire un facteur d'aggravation. Et l'on voit cette mère empêchée de pouvoir s'identifier aux besoins de sa fille qui ne peut entendre ce que sa fille tente de signifier, parce qu'on sent la force de vie effectivement de cette petite fille qui essaie d'interpeller avec cette serviette, mais qui ne peut hélas déroger à ce qui lui est demandé, c'est-à-dire de garder le silence. Les effets de cette tentative d'émettre une parole autour de ce qu'elle vit, ça renforce aussi le lien entre l'agresseur et l'agressé, c'est-à-dire qu'elle se referme un peu plus autour de ce secret-là, ne trouvant pas finalement de tiers à qui l'exprimer. Vous exprimiez que les personnes victimes de ce type de traumatisme avaient tendance à tester le cadre. Ce processus est-il révélateur de ce quelque chose qui n'est pas advenu dans le lien au sein de la cellule familiale et qui n'a pas été reconnu ? De ce cadre qui n'a pas pu accompagner, soutenir ou encore border le débordement que constitue le traumatisme sexuel ? Dans le cas de Odette dans ce film, les adolescents qui n'ont pas eu la possibilité d'être reconnus face à la loi comme victimes, parce que la révélation n'a pas pu se faire, sont parfois dans des angoisses abandonniques massives. J'ai envie de dire que le corps s'exprime avec d'autant plus de violence, dans un besoin d'être reconnu en tant que victime. Ça me fait penser en fait à une adolescente suivie qui dernièrement me disait « J'ai beau vous le dire à vous, mais moi, je continue à douter de savoir si ce que j'ai vécu est vrai ou pas. » Et l'on voit les ravages d'une non-reconnaissance par la loi, c'est-à-dire à un moment donné que des mots soient mis aussi sur l'acte et qu'il y ait une reconnaissance judiciaire aussi du statut de victime. Donc elle ne peut, elle, finalement, se sentir victime, d'autant que son voisin, cette jeune fille qui l'a agressée, se trouvait être le meilleur ami de son frère. Donc révéler le secret, c'est prendre aussi le risque de venir révéler la participation de son frère aux actes chronicisés d'agression sexuelle dans la petite enfance. D'ailleurs, dans la clinique du traumatisme, la prise de parole vient bousculer tout un système familial complexe par essence. Lorsqu'Odette décide de révéler les faits à ses parents, Karine Viard, qui interprète la mère d'Odette, lui demande « Tu es sûre ?» Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette réaction ? Alors on voit que Odette
encouragée par sa psychothérapeute à révéler les faits à ses parents pour pouvoir justement faire en sorte que ces faits soient aussi révélés sur la scène sociale, va les révéler à ses parents. Et l'on voit cette mère finalement aux prises avec des mécanismes de défense. Comme vous dites, une famille a son propre fonctionnement et venir révéler un tel séisme n'est pas sans générer des mécanismes de défense aussi des autres protagonistes familiaux. On voit le père qui finalement, lui, accueille cette révélation, portant lui-même une culpabilité. Il est affligé par ce que lui dévoile sa fille. Et puis cette mère qui se défend par le déni, la minimisation des faits, la mise en doute de la parole. Et ça, cette chose-là, effectivement, peut fragiliser d'autant plus le sujet qui a été victime. Le moment de la révélation, en tout cas, le portage ou pas, au moment de la révélation, ça va être un facteur d'effondrement pour certaines victimes. Là, en l'occurrence, dans cette situation, c'est mitigé. Il y a un parent qui, justement, est dans un portage, et puis l'autre qui est dans l'incapacité de l'être. Et, quelque part, participe implicitement à ce que sa fille continue à dénier elle-même les faits, quoi. Vous abordez l'anamnèse de la mère. Cela me fait penser à l'une des scènes finales où Odette laisse sa place dans le cabinet à sa mère qui fume une cigarette à la fenêtre. Andrea Bescond dira lors d'une interview que ce qui les intéressait en tant que réalisateurs, c'était de mettre en avant la manipulation et l'emprise régie par l'agresseur, ainsi que d'aborder des choses violentes de manière abordable et élégante. Quel regard professionnel avez-vous sur ces dires ? Oui, il est question de mettre en lumière ce qu'est la relation d'emprise entre l'agresseur et la victime, mais on voit quand même en filigrane une relation d'emprise entre la mère et la fille, puisqu'il y a une tentative quand même à ce que les non-dits restent des non-dits, avec des reproches, une culpabilisation à l'œuvre, quelque chose qui vient maintenir un système familial. Qu'est-ce qui fait la force du film Les Chatouilles, selon vous ? Sans parler de résilience, j'ai trouvé que les facteurs de protection d'un sujet victime comme ça, d'un tel traumatisme, la façon dont c'est filmé montre à quel point Odette finalement a la capacité de se ressourcer dans d'autres sphères. Et évidemment la danse comme voie de sublimation, par la façon dont c'est filmé, montre à quel point elle tente en tout cas de sortir de cette position passive par un agir, une mise en mouvement du corps, peut-être une réappropriation de son propre corps, les limites de son corps, et une tentative aussi de sortir de cette honte. Et peut-être que la force du film, c'est aussi un message qui est délivré aussi aux victimes d'inceste, cette capacité de vie, cette capacité de faire avec le trauma, de tenter en tout cas de sortir de certains processus d'emprise. Peut-être que la déprise de son agresseur passe par une réappropriation du corps dans le mouvement, parce que la danse, c'est souvent de la danse dans la violence, où elle exprime une colère certainement enfouie. Il y a des scènes dans le film qui le montrent. Vous faites écho à une scène où Odette présente une chorégraphie et tente d'exprimer un mal-être. Son professeur de danse, interprété par Éric Métayer, dira quelque chose comme « Il y avait de la violence là ». Odette répondra quelque chose en retour comme « Ouais, c'est ça, ouais ». Elle semble à ce moment-là attendre quelque chose de ce professeur, qui ne sera pas saisi au moment où c'est exprimé. Le prénom Odette vient du lac des cygnes de Tchaïkovski, qui renvoie au cygne blanc qui lutte contre sa part d'ombre. Vous évoquiez le clivage du moi. Qu'est-ce que vous pouvez dire du clivage à l'œuvre et mise en scène dans le film ? Le sujet vit avec effectivement cette part de lui-même qu'il peut penser souillée, honteuse, à dissimuler. Et je trouve que cette scène finale où Odette se retrouve agenouillée auprès de la petite Odette montre finalement la tentative du sujet aussi de se réunifier. Parce que cet enfant malade qui a été meurtri par ces actes-là, finalement, il y a comme une tentative un peu de réconciliation, c'est ce que l'on voit par le biais de cette psychothérapie, de cette révélation des faits. Durant le film, Odette, une fois grande, sera en proie à des conduites addictives et à la pulsion de mort. Quelles peuvent être là ou les fonctions de ces conduites, vous qui avez travaillé en service d'addictologie ? Alors, et ce d'autant quand les victimes n'ont pas été reconnues comme
comme victimes, quand elles sont aux prises avec ce sentiment de culpabilité dont on parlait. Le recours à des formes d'agir, dont l'agir toxicomaniaque, c'est aussi une tentative de maîtrise et paradoxalement de repossession aussi de son corps, en étant soi-même son propre ennemi, avec cette visée anxiolytique aussi des produits. Les victimes d'inceste sont aussi aux prises avec des tensions internes, un chaos à certains moments, dans la confusion. Et l'agir addictif, en tout cas, vient momentanément panser les plaies et anesthésier cette part du sujet aux prises avec un mal-être profond, des angoisses diffuses. Le recours à l'addiction, en tout cas, peut être une tentative d'auto-guérison. Je dis bien une tentative. Le film montre bien les limites aussi de ce recours à l'agir. Finalement, vous abordiez à travers la question du corps la figurabilité de ce qui ne peut se dire par les mots. Ces mots qui ne sont pas trouvés pour nommer l'indicible du traumatisme. Que pouvez-vous dire de l'importance de cette mise en scène proposée par le film ? Oui, la force du film d'Andrea Bescon aussi, je trouve qu'elle réside dans le fait qu'à un moment donné, on ne sait plus si on est entre le rêve et la réalité, entre sa vie fantasmatique, où on voit ce qui a trait aux séquelles post-traumatiques, c'est-à-dire les flashbacks, les retours de souvenirs, d'images, de souvenirs écrans, etc. Et à un moment donné, en tant que spectateur, on s'y perd. Qu'est-ce qui est du réel et qu'est-ce qui est finalement de son imaginaire. Et je pense que à travers cette façon de filmer, il y a quelque chose qui passe aussi peut-être mieux que par les mots. C'est montrer la désorganisation psychique aussi du sujet victime. Si je comprends bien, cette effraction du réel qui ne peut se dire par essence va parfois non pas se dire mais se mettre en image. Cela confronte le destinataire au dévoilement du traumatisme progressif qui va passer parfois par des symboles et un dévoilement dans le temps. Notre position de clinicien nous amène alors parfois à renoncer pour mieux accompagner. L'image, sous toutes ses formes, est donc un ensemble de signifiants qui, hors de l'énoncé du discours, peut révéler un quelque chose, l'inconscient dirons-nous, d'inaccessible. Coloré par le symbolique et de ce qui advient de l'imaginaire réciproque entre soigné et soignant, entre réalisateur et spectateur. Ce qui est finalement mis en scène par le film, est-ce quelque chose que vous retrouvez dans votre pratique ? Oui, mais je dirais, pour revenir sur cette figurabilité de l'innommable, que finalement c'est une reconstruction traumatique, ce film. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans la façon dont elle le fait, c'est qu'elle arrive à faire que le non-dit devienne perceptible. Quelque chose autour de son propre inconscient. Il y a quelque chose qu'elle tente de saisir, qu'elle n'y arrive pas non plus dans l'absolu, mais pour montrer finalement cette temporalité psychique. L'expression de l'inconscient, je trouve qu'elle est filmée en quelque sorte par Andrea Bescon. Finalement, si je le comprends bien, en tant que psychologue, nous devons être attentifs à la figurabilité de ce qui est mis en scène. Peut-être que le discours n'est, finalement, qu'un réel falsifié qui tente sans cesse de se nommer. Pour finir cet échange, avez-vous un conseil à donner aux personnes qui pourraient écouter ce podcast, victimes ou non, à propos de ces conduites d'actualité ? Je crois que, comme le film le montre, quelque chose de l'insupportable finit par conduire Odette chez un psychanalyste. Il y a des lieux où ces non-dits et ces secrets peuvent se dire, où justement la bonne distance entre le sujet et le thérapeute permet justement que quelque chose puisse se déposer. Je pense que c'est le début d'un cheminement. Il existe des associations aussi d'aide aux victimes qui peuvent aider en tout cas les personnes ayant subi des faits de cet ordre-là. Il faut sortir de l'isolement. Et ce film en témoigne de l'avancée aussi, de la reprise en main de sa trajectoire de vie, parce que du tiers est présent, parce que parfois l'entourage effectivement va essayer de maintenir une forme d'homéostasie familiale en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de révélation de quoi que ce soit. Ce sont des choses que l'on peut effectivement constater dans la clinique auprès des sujets addictés qui ont pu connaître dans le passé des histoires de psychotraumatisme sexuel ou autre.
Il y aurait ainsi une forme intérieure à la parole qui va se mettre en image. Cela m'amène à considérer un néologisme, celui de l'engagement, de ce langage qui se met en acte, puisque insaisissable par le sujet lui-même. Celui dont vous semblez nous partager quelques bribes et considérations. Le processus traumatique et sa douloureuse expérience, c'est libérer le poids d'un vécu, d'un statut de victime, par cette parole qui sera portée, contenue par celui qui en sera le destinataire. Madame Krajkadek, merci beaucoup pour votre intervention et vos précisions. Merci. Quant à nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Monsieur Éric Zuliani, psychologue clinicien, psychanalyste et membre de l'école de la cause freudienne. À bientôt pour un nouvel échange.